Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Ce lundi 18 avril 2022, nous recevons un député à l'Assemblée nationale. Il est également président national du PDP, Parti démocratique panafricain. Il s'agit de l'honorable Innocent Kagbara. Encore une fois, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, comment se porte votre formation politique, le PDP? Notre formation politique se porte très bien. Comme vous le savez, nous sommes un parti centriste. Et de plus en plus, les gens cherchent à nous rejoindre parce que notre discours fait écho au sein de la population. C'est un discours empreint de réalisme, de pragmatisme. Et nous donnons le temps pour atteindre nos objectifs. Vous vous donnez le temps. Nous donnons le temps pour atteindre nos objectifs. Donc, vous faites un travail de fourmi ou bien un travail de longue haleine? Oui, si vous pouvez le dire comme ça, oui. C'est un travail de... Nous ne sommes pas dans du sensationnel. Ce que nous cherchons à faire, c'est bâtir à travers des étapes, à travers des victoires d'étapes. Donc, nous avons des échéances qui se pointent à l'horizon. Nous avons des échéances en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, et nous avons des objectifs et nous travaillons pour atteindre nos objectifs. Et nous aurions aimé que ces élections puissent se tenir une seule fois, par exemple comme des élections générales en RDC. Je pense que nous sommes capables de le faire. Mais qu'à cela ne tienne, si ce n'est pas le cas, nous sommes prêts à aller à l'ensemble de ces élections et nous sommes en train de faire un travail de terrain. Donc, vous êtes sur le terrain constamment pour pouvoir essayer de conscientiser, sensibiliser peut-être les populations, les militants? Conscientiser, ça sera un peu trop dire sensibiliser. D'accord. Sensibiliser, et puis c'est un discours, comme je vous l'ai dit, le centrisme est incarné par nous-mêmes, et nous sommes sûrs que nous allons atteindre l'alternance d'ici 2030. D'ici 2030? Oui, d'ici 2030. Le PDP, son président national sera donc à la magistrature, porté à la magistrature suprême du pays? Nous n'en faisons pas un objectif ultime, parce que ce qui est important pour nous, c'est dire la vérité. Donc, que nous soyons président ou pas, de toutes les façons, nous allons peser sur la vie politique de notre pays. Que nous soyons numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4, ça ne nous empêche pas de dire la vérité et de faire ce que nous voulons faire. Nous, ce qui est important pour nous, c'est les Togolais, c'est leur vécu au quotidien. C'est peser sur l'actualité politique, c'est peser dans les débats à travers notre programme de société, à travers notre discours. C'est pas forcément d'être président. Ah d'accord, mais vous avez, dans vos propos tout à l'heure, vous avez fait cas donc de réalisme, de vérité, pas de sensationnel du tout. Alors, quel est le message concret dont vous êtes porteur vis-à-vis de vos militants ou des Togolais de l'intérieur? Je vais vous étonner en vous disant que notre premier défi, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité. Par rapport à quoi? Aussi bien vous-même que nous-mêmes, acteurs politiques, les journalistes et les politiciens. À chaque fois qu'un leader politique essaie d'émerger un peu, vous allez voir qu'on va le tuer à travers peut-être une petite erreur, à travers une petite phrase, à travers quelque chose. Depuis 90, on n'a fait que ça. Et le régime est tranquille là où il est. Est-ce que nous pouvons continuer à faire ça et prétendre à une alternance? C'est impossible. Et puis les Togolais ne s'aiment pas assez. Quand je le dis, ça paraît anodin, mais ce n'est pas anodin. Les Togolais ne s'aiment pas assez. Si on devait participer à un concours, je ne sais pas de quoi, les gens excellent dans la méchanceté. Les gens excellent. Si ce n'est pas moi, donc ce n'est personne. Et les leaders politiques ont toujours fonctionné comme ça. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Ils fonctionnent comme ça pendant 5 ans. Après, quand ils n'ont pas le résultat, c'est la faute aux autres. Ben oui, c'est comme ça. On jette le tort sur quelqu'un d'autre? Ça a toujours été comme ça. Et quand un leader essaie d'émerger, on essaie de le tuer. Quand un leader essaie d'émerger un peu, on essaie de le tuer. Un nouveau leader ou Un bien... nouveau leader essaie d'émerger, on essaie de le tuer. On a fait ça avec Gilles Christ, on a fait ça avec la NCO, on fait ça maintenant avec les autres. Et puis, entre les leaders eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. C'est pour ça, moi, mon diagnostic, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Mais ça n'avait pas été le cas pour Kagbara Ier, qui était le président du parti PDP, qu'il avait créé. Oui, mais est-ce qu'il vous a dit quels sont ses réels objectifs en matière politique? C'est ça. Il y a des gens qui viennent dans la lutte, mais vous ne savez pas quels sont leurs objectifs. Ce n'est pas parce qu'il se présente à une élection présidentielle qu'il veut forcément être président.
Oui. Ah. On peut se présenter à une campagne pour peser sur le débat, pour que dans le débat, qu'on ait des choses que les gens ne feraient jamais si vous n'êtes pas dans cette campagne présidentielle. Mais l'objectif peut être également de gagner les élections. Oui, mais vous ne pouvez pas gagner. Pour un pays tel que le Togo, vous ne pouvez pas vous lever un matin comme ça, dire que vous allez renverser le régime. Je l'ai toujours dit. Quel est votre rapport avec l'armée? Quel est votre rapport avec la communauté internationale? Quels sont vos moyens? La diplomatie Tout à fait. La diplomatie sur le plan régional. Quand l'ensemble de ces facteurs sont réunis, vous pouvez dire que vous pouvez renverser le régime en place. Quand l'ensemble de ces facteurs ne sont pas réunis, tout ce que vous êtes en train de faire vous-même, vous Mais l'armée cherche quoi dans un domaine purement et hautement politique? Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il faut savoir dans quel pays nous sommes. Ça, c'est notre analyse à nous. Mais si les gens ne sont pas d'accord, ils ont les moyens de leur politique. S'ils ne sont pas d'accord avec notre analyse, ils ont les moyens de leur politique. Nous, ce qui nous caractérise, c'est le pragmatisme, le réalisme, l'humanisme et le progressisme. Réalisme parce que dans tout ce que nous vous disons, nous sommes réalistes. Pragmatisme parce qu'en fonction des occasions que nous avons, en fonction des opportunités que nous avons, nous savons quel discours tenir. Et humanisme parce qu'il faut mettre l'homme au cœur de tout ce que nous définissons comme politique publique, comme action, et dans la durée. Progressisme parce que en fonction des évolutions que nous avons dans le monde, nous devons l'utiliser pour, pas notre intérêt personnel, mais pour le progrès de l'humanité. Donc voilà comment nous définissons. Et depuis que nous sommes engagés en politique, les pas que nous posons conduisent vers cela. Les gens, comme je le dis... Au jour le jour. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec nous. Ils sont libres d'adopter leur position, mais l'avenir nous dira qui a raison, qui a tort. Un peu comme Jean-Luc Mélenchon en France, vous avez vu son score. Voilà ce que nous voulons incarner, une nouvelle façon de faire la politique, dire la vérité aux gens. Ne pas, moi personnellement... Ne pas forcément s'aligner. De toute façon, les gens me connaissent de plus en plus. Moi, je ne m'aligne pas. J'ai un discours assez franc. Je ne m'aligne pas. Mon objectif suprême n'est pas forcément de dire que demain, Innocent Kakwara est chef d'État, non. Mais j'incarne une nouvelle façon de faire la politique. J'incarne une façon de dire la vérité. J'incarne une façon d'avoir des projets, de débattre sur les idées et surtout d'avoir des valeurs. Et maintenant, quelle est surtout d'avoir des valeurs. Surtout d'avoir des valeurs. Oui. Mon discours ne change pas en fonction des opportunités et des élections. Je le répète, mon discours ne change pas en fonction des opportunités et des élections. Oui. Nous, c'est ça qui nous caractérise. Mais en tout cas, c'est ce que nous constatons chez la plupart des acteurs politiques. Les discours changent en fonction des élections, du type d'élection. Oui, c'est pour ça. Souvent. C'est pour ça qu'il faut leur poser la question. Nous incarnons une certaine constante. Oui, nous incarnons une certaine constante et nous donnons le temps. Notre meilleur allié, c'est le temps. On ne cesse de le répéter, surtout dans un pays comme le Togo. On ne se lève pas en 24 heures pour dire qu'on renverse le régime. Après, on fait une grève de la faim. Après, on revient à la maison. On n'a même pas de militants. On n'a même pas de siège du parti. Et après, non. Ça, on appelle ça de l'amusement. De l'amusement. On appelle ça de l'amusement. À vous écouter tout à l'heure, vous aviez évoqué les élections à venir et vous préconisiez en tout cas au niveau du PDP qu'on puisse aller à une élection générale comme ça s'est passé, à des élections générales comme ça s'est passé en RD Congo. Mais peut-être, si tel n'est pas le cas, vous préparez tout de même. Alors, visiblement, le PDP n'est pas sur plusieurs élections à organiser, mais de les organiser en un seul bloc. Pourquoi cela? Soit en une étape, soit en deux. Pour faire des économies. Parce qu'un pays sous-développé ne peut pas se permettre d'organiser 4 élections en 4 ans. Et ce n'est pas possible. 4 élections en 4 ans. Et ce n'est pas possible. 2022, 2023, 2024, 2025. On en a organisé 2018, 2019 et... Je vous parle de l'avenir. Ah d'accord. Je vous parle de l'avenir. Parce qu'en 2022, si on doit respecter le calendrier, nous devons aller aux élections régionales. En 2023, aux législatives. En 2024, aux locales. Et en 2025, à la présidentielle. Et ce n'est pas possible pour un pays qui manque de ressources, parce que nous devons consacrer nos ressources à la construction des hôpitaux. Il y a 3 choses. Il y a 3 choses. Si vous voulez vous développer, l'éducation, la santé et les infrastructures. Éducation, santé et infrastructures. Oui. Vous mettez ça en place, le pays va se développer. Et créer les conditions de favoriser une certaine création d'entreprises. Une création d'entreprises avec une classe moyenne pour pouvoir consommer. Les pays même qui ont un souci pour la cherté de la vie,
Allez dans des pays qui sont limitrophes, qui ont réussi à régler ce problème-là. Les gens n'ont pas ce problème de pouvoir d'achat. Vous allez voir un jeune entrepreneur, 2 ou 3 ans après, quand vous repartez dans ce pays, la manière dont il vous accueille, vous sentez que les affaires marchent. Quand vous venez au Togo, 5 ans après, vous revenez, vous trouvez le jeune entrepreneur, c'est la même difficulté. C'est ça que nous devons changer. Et si nous vous y travaillez? Et si nous ne devons pas... Oui, nous sommes en train de déposer une loi dans ce sens. Si nous devons parvenir à notre objectif suprême, qui est la magistrature suprême, c'est ça que nous voulons changer. Oui, mais quand même, le climat des affaires est assaini aujourd'hui. Vous avez voté des lois, etc. On n'en disconvient pas. Non, c'est notre responsabilité d'assainir le climat pour accueillir les investisseurs. Oui. Mais il y a des lois que nous devons prendre. Il y a une manière de changer la mentalité des gens. Reformater. Notre première révolution, c'est la révolution au niveau des mentalités. On ne s'aime pas assez. On ne s'aime pas assez. Mais pourquoi dites-vous cela, en fait, Monsieur Kabara? Non. Moi, je l'ai toujours dit, à chaque fois que je fais un débat, on ne s'aime pas assez. On ne s'aime pas assez. On ne s'aime pas assez. Quand vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas développer. Les Togolais ne s'entretuent pas. Non, mais ne pas s'entretuer... Non. Ne pas s'entretuer, ça ne veut pas dire s'aimer. Ah, d'accord. Ne pas s'entretuer, oui. Parce que nous sommes un peuple assez résilient, un peuple assez accueillant, parce que nous avons une histoire qui ne nous permet pas d'aller dans des conflits, mais nous ne nous aimons pas assez, c'est un fait. Il suffit de voir l'opposition, comment elle se comporte. Des fois même au niveau de la majorité. Mais, comme eux, ils font bloc, ça ne se voit pas. Et pourtant, ils ne s'aiment pas entre eux. Peut-être. Les Togolais en général ne s'aiment pas assez. Quand tu arrives dans un pays où les gens s'aiment assez, où il y a une certaine conscience collective pour pouvoir développer le pays, quand vous arrivez déjà à l'aéroport, vous rentrez dans le pays, vous voyez ça. Ça se sent? Ça se sent. Il y a des énergies. Quand vous allez dans les administrations, quand vous abordez les gens, ici, les gens sont des défaitistes. Alors, ici, au niveau du feu rouge, il suffit que vous roulez dans une grande voiture. Pour eux, c'est que vous roulez pour le pouvoir. Un gars qui roule dans le sens inverse, il te demande si la voie c'est à toi. Il positionne son véhicule, vous devez tourner, il est en sens inverse. Mais, cher ami, vous pouvez garer là-bas, est-ce que le pays est à toi? Mais vous roulez dans les 4x4 et puis vous voulez nous embêter? C'est ça le sujet. Vous allez dans une administration, la dame, elle est tellement fâchée qu'elle vous accueille mal. Mais vous lui dites, qu'est-ce que je vous ai... Ah, foutez-nous le camp, on vous parle, et puis vous n'écoutez jamais. Voilà. Et face à ces constats, qu'est-ce que vous préconisez au PDP pour qu'on change? Le temps fera son œuvre, mais nous devons réaliser que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous devons cesser la méchanceté. Nous devons penser d'abord au pays parce que nous n'avons qu'un seul pays. Sinon, nous risquons d'être des apatrides. Parce que, quoi que vous fassiez, vous pouvez être citoyen du monde, vous pouvez être citoyen dans un autre pays. Le jour où vous avez des problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez dans votre pays. Donc, nous devons faire tout pour que les Togolais aient le minimum, pour que nous puissions nous aimer et que nous puissions comprendre que ce pays-là, cette nation nous appartient à nous tous. Sans faire preuve, vous montre de méchanceté l'un envers l'autre. Tout à fait. Oui, mais tous ces messages, est-ce que quel accueil les Togolais vous réservent quand vous tenez ces genres de discours vis-à-vis d'eux? Non, mais la plupart du temps, les gens, comme le Togolais ne s'exprime pas. Le Togolais, c'est quelqu'un qui est là. Des fois, ce qui fait que vous ne pouvez pas savoir réellement ce qu'ils pensent. Mais ceux qui s'expriment vous disent clairement, mais vous avez parfaitement raison. Mais notre problème, ce n'est pas une question des élections. Le problème, si les Togolais vous le disent. Oui, les Togolais nous le disent. Si votre problème, c'était une question d'élection, on aurait déjà réglé ce problème. Notre problème au Togo, ce n'est pas une question d'élection. Et moi, je l'ai toujours dit, demain, si je suis au pouvoir, je ferai comme en Allemagne. Le tiers, les conservateurs qui sont au pouvoir actuellement, le tiers, les centristes avec des technocrates, et le tiers des radicaux, ceux qui ont lutté depuis 90 et qui n'ont jamais rien obtenu. Donc tout ce beau monde se met en équipe pour travailler. Vous les mettez dedans, vous les fédérez. Ils commencent par aimer le pays. Ils commencent par comprendre que celui qui est en face, par exemple, Joachim n'est pas mon ennemi. Peut-être qu'il a tenu des propos, tout ça là, mais c'était dans un contexte. En réalité, Joachim ne me reproche rien. En réalité, Joachim ne me reproche rien. Oui, mais au Togo, ça s'appelle peut-être gouvernement d'union nationale. Et une fois qu'un parti politique il va, on dit il part à la mangeoire. Non, Balater. Ah d'accord. Oui. Balater. Expliquez-nous alors votre idéologie. Si je suis au pouvoir, d'ici quelques années,
tiers conservateurs, parce qu'ils ont dirigé longtemps, ils ont de l'expérience. Et si vous ne voulez pas faire avec eux, vous aurez des problèmes. Je ne sais même pas si quand je vais le dire encore, ça va choquer. Je ne suis pas sûr que vous allez finir votre mandat. Le tiers, les centristes, cette nouvelle forme que nous incarnons, avec des technocrates, et le tiers des radicaux. Parce que les gens ont souffert pendant 30 ans. Les gens ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs biens. Et ce n'est pas normal qu'au crépuscule de leur vie, qu'ils ne puissent pas avoir le minimum. Ce n'est pas normal qu'ils ne puissent pas participer aux affaires de la nation. Ce n'est pas normal qu'ils ne puissent pas avoir une certaine expérience gouvernementale. Quand vous finissez de faire ça, vous avez la paix. Et vous commencez par fédérer les énergies pour construire votre pays. Parce que vous avez un consensus. Est-ce que vous partagez cette nouvelle vision des choses avec les autres acteurs politiques? Oui, les acteurs jeunes dans ces différents partis politiques, peut-être qu'ils n'oseront pas le dire publiquement, mais ils sont d'avis avec ce que nous sommes en train de dire. Je vais vous faire écouter un discours, disons un extrait du discours du président des Sages ou bien du délégué national des Sages du Parti UNIR. C'était le 14 avril dernier à Tapamé, lors de leur 10e anniversaire. Il lançait une pique donc à l'opposition togolaise. On va l'écouter. Nous sommes dans le parti UNIR où nous pratiquons la vérité. Il serait vain de nous tromper que pendant ces 10 ans, tout a été calme, tout a été rose. Ce ne fut pas le cas. La situation difficile dans laquelle notre parti est, l'opposition n'est pas organisée au point de nous critiquer de façon constructive et nous aider à faire mieux. Alors ne nous endormons pas sur le laurier. Il nous faut renforcer les acquis, poursuivre la consolidation et l'élargissement des bases du parti, entretenir la formation des militants. Et voilà, vous l'avez écouté, le petit extrait ou la petite portion dit « L'opposition ne nous avantage pas, elle n'est pas structurée pour faire des propositions constructives. » Alors, le PDP, quel est votre statut actuellement au niveau de l'Assemblée nationale? Non, mais c'est ce que moi je ne souhaiterais pas faire. Il ne faut pas accorder plus d'importance à ce que Charles Kondi-Agwa dit. Il ne parle que pour lui-même. Il ne faut pas accorder plus d'importance. Moi, je n'aimerais pas débattre là-dessus parce que pour moi, ce n'est pas si important que ça. Oui, ce n'est pas si important. Cela ne vous fait ni chaud ni froid? Ni chaud ni froid. Il est dans son rôle de faire ce qu'il est en train de faire. Mais je pense qu'il est en train de se tromper d'acteur politique. Il pense qu'il est en face des Gilles Chris Olympio, des Adjamagbo, des gens qui viennent même de décéder au niveau du cas. Oui, il est en train de se tromper. Donc, mais je n'accorderai pas plus d'importance à ce qu'il a dit. Oui, mais il a touché quand même quelque chose d'important. Non, ça n'engage que lui. Vous ne faites pas de propositions constructives. Non, il se trompe. Nous, au niveau du Parlement, avec notre collègue Djiritama, nous sommes les seuls acteurs qui faisons plus de propositions au gouvernement. Nous faisons des interpellations. Donc, je pense qu'il se trompe d'époque. Charles Kondi-Agwa, je pense qu'il se trompe d'époque. Si j'ai l'occasion de débattre avec lui, je vais lui expliquer que nous ne sommes pas les acteurs de 90. Non, nous ne sommes pas les acteurs d'après 2010. Oui. Je pense qu'il est en train de se tromper d'époque. Il pense qu'il a en face les acteurs de 90. Nous ne sommes pas ces acteurs-là. Et nous revenons maintenant au Parlement avec vous. Vous y êtes député, je crois, depuis 2018. Bientôt 4 ans. Ou disons 4 ans déjà. 3 ans, bientôt 4 ans. Oui. 3 ans, bientôt 4 ans. Oui. Aujourd'hui, les Togolais, vous l'avez lâché tout à l'heure, leur préoccupation, ce n'est pas à faire d'élection. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est la vie chère. C'est la vie chère. C'est la vie chère. C'est au niveau des administrations que les gens soient plus humains quand ils reçoivent les gens, qu'il y ait de la célérité dans le traitement. Au niveau du pouvoir d'achat, que les gens aient les moyens de pouvoir vivre dans leur pays. Est-ce que vous, les députés, vous entendez ce cri de détresse des Togolais qui vous ont porté, qui vous ont élus? Je vais vous étonner en vous dire l'ensemble des députés, y compris UNIR. L'ensemble des députés, bien évidemment. Y compris UNIR. Oui. Quand vous venez au Parlement, les gens n'ont pas l'habitude, mais c'est des débats publics. Venez au Parlement, écoutez les débats. Quand vous prenez les questions, on ne sait pas qui est véritablement de UNIR, qui est du PDP, qui est de l'UFC, qui est... Non. Vraiment? Si. Vous vous préoccupez de la situation des Togolais?
On se préoccupe de la situation des Togolais, mais nous jouerons notre rôle de parlementaire. Il faut comprendre comment fonctionnent les institutions de la République. Nous jouons notre rôle de parlementaire. Nous n'avons pas pour... contrôler l'action gouvernementale, voter des lois, point. Oui, nous contrôlons en fonction de la majorité et de la minorité. Les gens ne le comprennent pas assez, mais il faut l'expliquer. En fonction de la majorité, en fonction de la minorité. Nous, l'ensemble des députés de l'opposition, nous sommes 14. Il faut 15 pour interpeller véritablement un ministre pour qu'il vienne s'expliquer au Parlement. Les gens ne le comprennent pas assez. C'est quand ils viennent à l'occasion d'une loi dans le débat général. Et vous profitez? Il faut profiter. Si on n'a pas les moyens d'interpeller réellement un ministre, on peut faire des courriers, une interpellation écrite, ils vont nous répondre, mais ça s'arrête là-bas. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que tout le monde partage. C'est ça la démocratie. Et ceux qui critiquent le plus le régime, à l'occasion des élections, des fois, certains parmi eux votent le régime. Je dis bien, je le reprends. On ne peut pas vouloir une chose sans contraire. Des fois, vous rencontrez des Togolais qui sont très critiques du régime. Mais vous leur demandez, mais pourquoi vous votez finalement? Mais vous votez pour nous, puisque vous et nous partageons les mêmes diagnostics, la même idéologie. Mais pourquoi vous ne votez pas pour nous? Mais ces Togolais-là n'arrivent pas à vous répondre. Mais comment vous vouliez que les choses changent si vous votez les mêmes personnes? Et très souvent, vous avez déjà passé 5 ans avec les mêmes personnes. Donc, vous connaissez leur système de gouvernance. Mais si vous ne continuez pas à voter, c'est parce que vous êtes d'accord avec eux. C'est parce que vous êtes d'accord avec eux. On ne peut pas être d'accord et puis après critiquer. Mais c'est ce à quoi vous assistez. C'est ce à quoi on assiste. Si vous voulez que les choses changent, votez pour le centre. Vous avez plusieurs élections à venir. Votez pour le centre. Nous avons la prétention de dire que nous sommes ouverts aux critiques. Nous avons la prétention de dire que nous pouvons discuter avec tout le monde. Nous pouvons discuter avec tout le monde. C'est pas une faiblesse. Nous ne sommes pas rendus sensationnels. Les gens s'arc-boutent sur des positions jusqu'aux prochaines élections. Et quand ça ne marche pas, ils expliquent que c'est les collègues de l'opposition qui ont fait que nous, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, tout ce que nous faisons. Quand on est en face d'un régime tel que le régime togolais, il faut être réaliste. Ça veut dire que quand vous adoptez une position, vous connaissez les conséquences de votre position, la stratégie, si elle doit vous mener à la magistrature suprême ou bien contrôler le Parlement. Quand vous prenez les élections en France, par exemple, même si Marine Le Pen gagne, elle ne pourra pas gagner l'Assemblée nationale. Oui. C'est clair qu'elle ira vers une cohabitation. C'est comme ça qu'un stratège définit sa stratégie. C'est pas forcément un professeur d'université. Oui, mais écoutez... C'est pas forcément un professeur d'université émérite qui nous enseigne, nous, qui est forcément un bon acteur politique ou un bon leader. Non. Non. C'est ceux qui réfléchissent à la stratégie. Un parti, c'est la stratégie. Mais ce n'est pas forcément des intellectuels. Lula, il avait quel niveau? Un parti, c'est la stratégie. Parce que les gens ont des bacs plus 18. Nous allons venir encore, Lula da Silva. Nous allons détendre l'atmosphère. Les gens ont des bacs plus 18. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui donnent les meilleurs conseils. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui donnent les meilleurs conseils. Être très diplômé n'est pas forcément synonyme d'être intellectuel. Donc, nous devons avoir... Non, moi je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Non. Je dis, pour faire la politique, vous pouvez avoir un bac plus, je ne sais combien, mais vous êtes destiné à enseigner à l'université. Vous êtes destiné à envoyer la théorie. Oui. Mais de la pratique, c'est autre chose. C'est la stratégie. Alors le régime doit-il prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain d'abord avant d'analyser? Le terrain, la communauté internationale est ce que le régime fait. Le terrain, la communauté internationale, ce que le régime fait et ce que vos concurrents proposent. Il y a un think tank qui réfléchit. Aussi les aspirations de la population. Les aspirations de la population. Et puis il y a un think tank qui réfléchit. Pour dire, oh, président, si on se positionne comme ça par rapport à ce sujet, est-ce que c'est utile? Mais on n'est pas là à dire non, vous savez, nous on a gagné les élections, nous on attend la reconnaissance de la communauté internationale, alors que vous savez que vous ne l'aurez jamais. Jusqu'aux prochaines élections. Ça sera intéressant pour certains qui sont dans une posture de défiance, qu'on puisse avoir les élections en 2023, qu'on puisse connaître leur score. En 2024, qu'on puisse connaître leur score. Et en 2025, qu'on sache s'ils sont la seconde force politique. S'ils n'arrivent pas à justifier ce que nous sommes en train de dire, ils sont morts. Et ça, ils n'ont pas encore compris. Ils vont mourir comme les autres. Quand vous prenez la C14 de 2018, combien de partis sont actifs actuellement? Prenez la C14 de 2018. Quand on fait la politique,
quand on fait la politique, il faut être réaliste. Il faut avoir... Vous n'étiez pas membre de la C14 à l'époque. Je n'étais pas membre de la C14, je n'ai pas souhaité être membre de la C14, parce que si moi j'étais membre de la C14, on prenait le gouvernement, on prenait le Premier ministre, et après on discutait. On prenait d'abord le Premier ministre et on discute. Oui, mais la C14 avait boycotté plutôt les législatives de 2018. Non, laissez les histoires législatives. Je dis, on prenait d'abord le gouvernement. On laissait Faure Gnassingbé président et on prenait le gouvernement. À travers les discussions. Et à travers les discussions. On prenait d'abord le gouvernement. Et oui, et pour quelle fin? Comment, pour quelle fin? Oui, non, détaillons-nous. Vous n'avez pas vu ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et l'Ukraine? Mais en fonction de ce qui se passe sur le terrain, vous ajustez votre discours. Mais il y a des gens qui ont le même discours. Qu'il neige ou qu'il pleuve ou qu'il y ait le soleil. Attends, mais c'est où on fait ça? C'est où on fait ça? Vous avez déjà vu ça où? Donc on doit fonctionner je suis un politicien atypique. Ce que je pense, je le dis. Mon objectif, ce n'est pas de parvenir forcément à la magistrature suprême. Moi, je m'en fous de ça. Je peux être peut-être le Mélenchon togolais. Ce que je dis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais qui n'osent pas le dire. Oui, mais quelque part, en fait, je n'arrive pas à cerner un peu ce que vous venez de dire. Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. En fonction, si vous avez le soleil, la neige, et vous devez ajuster. Et savoir quel manteau porter. Mais maintenant, vous venez de comprendre. Vous voyez que c'est facile de comprendre. Mais venez de comprendre. Mais comment quelqu'un... Il ne voit pas la météo. Et ce faisant, il ne voit pas la météo. Par tout vent. Non. Il ne voit pas la météo, mais il sort. Vous vivez dans un pays comme la Russie ou le Canada, vous ne tenez pas compte de la météo, vous sortez. Mais vous allez mourir. Vous allez mourir. Mais là, on deviendra politicien girouette. Non, vous n'êtes pas politicien girouette. Ah? Non. Les convictions, les gens n'ont pas de convictions, ils n'ont pas de valeur. Leur discours change en fonction des circonstances. Et Charles Kondi-Agba l'a dit, ils n'ont que seul programme, 50 ans ça suffit. Mais après, qu'est-ce que vous proposez? Nous tous, vous et moi, nous savons, tous les Togolais savent que le régime a déjà fait 50 ans. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais qu'est-ce que vous proposez? Avec qui vous gouvernez? Qui est votre relation sur le plan international? Quel est le président que vous pouvez appeler dans la sous-région pour vous venir au secours? Si ça ne va pas au Togo, où est-ce que vous pouvez vous réfugier? Combien de sous vous pouvez mobiliser pour une élection présidentielle? Si je viens, je fais une opposition frontale par rapport au régime et je sors, je n'ai même pas 10 millions pour déposer une caution à une élection présidentielle. Est-ce que ça a du sens? Pour vous, ça a du sens? Mais c'est ça qui a caractérisé les politiciens togolais pendant longtemps. Mais le gars, il ne peut même pas déposer une caution pour une élection présidentielle. Mais tout ce qu'il est en train de dire, ça sert à quoi? Mais les gens n'ont jamais commandé quoi que ce soit avant de pouvoir... Je ne dis pas de la caution. Non. Oui, Mais c'est vrai. Moi, je suis acteur politique. Notre réalité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas venir dire tout ça là et ne même pas avoir l'argent pour déposer une caution. Ça veut dire que je ne vais pas participer aux élections. Donc, à vous écouter, avant d'être candidat ou d'être porté par sa formation politique... Il faut nuancer son discours dans ce cas. Si vous savez que vous ne pouvez pas être un carnet d'adresse bien garni au niveau de la communauté internationale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, au PDP. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous serons prêts, c'est pour ça que nous vous disons tout le temps, quand nous venons sur vos plateaux télé, notre objectif c'est 2030. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça fait leur problème. Moi, mon objectif... Et participer par moment au gouvernement aussi. Co-gérer. L'histoire de la participation au gouvernement, ça dépend. Si, par exemple, le chef de l'État nous appelle, il dit, en fonction de ce qui se passe dans la sous-région, la communauté internationale, en fonction de la vie chère, en fonction des crises que nous avons sur le plan national, je veux mettre la balle à terre. Je veux faire comme en Allemagne. Moi, je l'aurais fait. Je veux faire comme en Allemagne. Écoutons, laissons nos divergences, rentrons dans un gouvernement, travaillons pour le pays. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On avisera. Alors, mais nous ne sommes pas pour la compromission. Aujourd'hui? Nous ne sommes pas pour la compromission. D'accord. On ne va pas nous coopter ou bien dire Joachim, viens dans le gouvernement parce que ton discours que tu tiens là, ça ne nous arrange pas, donc viens dans le gouvernement. 2 ou 3 ans après, Joachim n'a plus de parti politique. Non, nous on ne fait pas ça. Oui, nous on a des valeurs. Vous pouvez participer et garder toujours votre... Le problème, c'est que les gens ont créé une situation qui fait que accepter même de participer à un gouvernement comme ça fait que
dans l'opinion publique, c'est que vous êtes parti à la mangeoire. Oui. Alors que tous ceux qui, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, ceux qui sont parvenus au pouvoir 10 ans après, c'est des gens qui ont déjà fait l'expérience gouvernementale. Pourquoi est-ce que UNIR se moque des maires de l'opposition? UNIR se moque des maires de l'opposition parce qu'on dit qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils ne savent pas gérer. Nous, avec la petite expérience qu'on a, nous pouvons vous dire que quand vous y allez, l'idée que vous aviez de la chose, ce n'est pas forcément la même. Donc, il y a une nuance qu'il faut avoir. C'est pour ça, nous, notre discours, ça peut encore vous faire rire. Nous, c'est le gris. Il n'y a personne de blanc, personne de noir. En fonction de là où vous vous positionnez, le gars peut être blanc, le gars peut être gris, il peut être noir. Ça ne vous dit rien. Je vous explique que nul n'a raison, nul n'a tort. D'accord. Oui. Oui, mais par rapport à la vie chère, entre-temps, le gouvernement a annoncé la suspension de la TVM. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez? Non, ce n'est pas assez. Ça n'a pas d'incidence? Ce n'est pas assez parce que tout est indexé sur le carburant. Quand le carburant augmente, tout augmente. Oui. Donc, deux choses l'une. Et puis, en plus, nous n'avons pas une classe moyenne au Togo. Quand vous allez au Nigeria, au Burkina Faso, au Ghana, il y a une classe moyenne. Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une classe moyenne. Moi, mes amis, quand je vais en Côte d'Ivoire, même des journalistes comme vous, quand ils vous reçoivent, vous sentez que les gens, ils ont les moyens. Des journalistes. Des journalistes. Des journalistes. En tout cas. Ils vivent de leur profession. C'est pour ça, moi, j'ai dit dans mon programme de société, regardez mon programme de société, si vous voulez, je vais vous l'envoyer. C'est là où vous allez vous rendre compte que le Togo a évolué. Parce que dans notre projet, dans nos propositions, il y a des choses qui sont parvenues à l'Assemblée nationale. Il y a des choses que ce gouvernement... Un gouvernement intelligent, c'est un gouvernement qui sait faire la synthèse entre ses projets et les propositions de ses opposants pour les mettre en difficulté à la prochaine élection. Un gouvernement intelligent, c'est ça. Et vous allez voir de manière extraordinaire comment Macron est en train de courtiser les partisans de Mélenchon. C'est incroyable. Et au même moment, Marine Le Pen aussi le fait. C'est une bataille rude sur le terrain actuellement. C'est ça, si on arrive à ce niveau-là, c'est ça qu'on appelle la politique. Personne n'est méchant, personne n'est mauvais, personne n'est vendu. C'est ça qu'on appelle la politique. Tous pensent et parlent à la France. C'est ça la stratégie. Oui, maintenant, mais c'est ça la stratégie. Vous avez dit la mesure annoncée par le gouvernement, c'est pas assez. C'est pas assez. Moi, si j'étais chef de l'État, j'aurais vu comment mobiliser peut-être une quarantaine de milliards, plafonner des prix des denrées alimentaires, subventionner des secteurs qui sont vraiment fragiles, relancer l'économie à travers des actions que nous pouvons mener à travers des institutions. Le crédit au Togo pose un problème. Le taux du crédit pose un problème. Voire, et même le ministre des Finances l'a reconnu. Donc, il y a un certain nombre de réflexions qu'il faut faire pour permettre aux gens d'avoir le pouvoir d'achat. Sans le pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas. Parce que l'économie, c'est à travers l'investissement et la consommation. Oui. Sans le pouvoir d'achat, vous ne pouvez rien. Donc, améliorer le pouvoir d'achat des Togolais, est-ce que c'est très bas comparativement? Il est très faible. Il est très faible. On peut dire aussi que c'est par rapport à nos revenus, tout ça là, mais je pense que il faut que nous ayons plus d'ambition. Il y a des pas qui sont faits, c'est encourageant, mais il faut que nous ayons plus d'ambition. Mais à écouter les syndicalistes ces derniers temps, ils pensent qu'ils suggèrent qu'on puisse relever un peu le salaire, surtout le SMIC, qui est toujours à 35 000. Oui, le SMIC, c'est pour le privé. La question du SMIC, je l'ai toujours discuté, je dis, il ne faut pas mettre des difficultés dans le privé. Parce que si on parle du SMIC, on parle de vos radios. Hein. C'est que même les techniciens de surface que vous recrutez ici, c'est que vous ne pouvez plus les payer à 35 000. Si on parle de SMIC, on parle de la radio Victoire. Dorénavant, tout ce que vous allez recruter ici, c'est que si on augmente le SMIC à 50 000, même les va mettre... Attendez, ne me coupez pas. Attendez qu'on je ne vous coupe pas. Mais je vous ai dit, nous sommes un politicien atypique. Nous, on discute. Nous, on n'a pas de langue de bois. Nous, on discute de tout. Ça veut dire que Radio Victoire recrute quelqu'un, même pour prendre une caméra comme ça, pour filmer, vous allez payer la personne à 50 000. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Oui, mais... Est-ce que vous avez les revenus qui vous permettent de le faire? Et le gouvernement doit y contribuer aussi. Oui, donc, ça ne se décrète pas en l'air. Nous sommes parfaitement d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut un mécanisme de financement de vos structures. Et des actions en amont, bien évidemment. En amont, qui vous permettent de vous prendre en charge. Oui. Moi, je suis prêt. Si j'étais au gouvernement ou si j'étais président de la République, j'ai dit la dotation que nous devons faire à votre... aux médias, c'est 1 milliard.
Alors que nous sommes aujourd'hui à 150 millions. Je dis 1 milliard. Allez-y. Si vous ne voulez pas que les journalistes vous critiquent, donnez-leur les moyens. Mais ils peuvent vous critiquer. Mais quand les journalistes sont des gens qui sont manipulables, qui sont des gens achetables, vous-même, vous ne gagnez pas en crédibilité. Mettez-les à l'aise. Ils vous critiquent sur des débats. Ils vous critiquent sur des idées. Dans les débats sur des idées. Et vous envoyez des techniciens pour les contredire. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation est en crise. Vous êtes le président de la commission chargée donc de cette... Notre rôle au niveau du Parlement, c'est que quand il y a des préoccupations comme ça, il y a des syndicats qui cherchent à nous voir. Des fois, nous contactons les membres du gouvernement pour les entendre, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais notre rôle de diplomate, je vais vous étonner en disant, c'est pour ça que nous, on parle peu sur ces questions parce que quand vous faites la diplomatie de couloir, il faut faire attention à ce que vous dites. Donc nous, notre objectif, c'est pas de faire du sensationnel pour dire nous, on avait raison, on avait tort, non. Mais c'est faire en sorte que nous ne puissions pas avoir une année qui est perturbée et que faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent dialoguer, puissent discuter. Et nous comprenons la préoccupation des syndicats sur l'ensemble de leurs revendications. Nous comprenons aussi des fois la préoccupation du gouvernement parce qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis 5 ans, depuis 10 ans. La fonction enseignante, quand même, a été une priorité du gouvernement à travers les budgets qui sont alloués. Quand vous voyez un peu notre loi de finances. Parce que le secteur de l'éducation prend une partie vraiment importante de notre budget. Donc, quand vous prenez un enseignant, même on a 2, des fois, ce qu'il touche, c'est équivalent à quelqu'un qui est dans la fonction publique en a 1. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais la préoccupation des enseignants, c'est des promesses du gouvernement. Donc, si on n'a pas les moyens, il faut discuter avec les gens. Si on n'a pas, parce que des fois, c'est un problème de timing. Mais des fois, il y a des propos qu'on tient. Moi, personnellement, si je suis chef du gouvernement ou chef de l'État, vous tenez ces discours-là. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais vous tenez ces discours, vous démissionnez de mon gouvernement, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Vous démissionnez du gouvernement. Mais il faut, à la fois, nous ne voulons pas de désordre, mais à la fois, il y a les propos que nous n'allons pas accepter. Voilà. Oui, mais il faut que les deux parties puissent dialoguer. Et quel regard, en tout cas, faites-vous de la crise actuelle dans le secteur de l'éducation? Il y a un certain nombre de revendications de ces syndicats qui sont légitimes. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, il y a des choses qu'on peut faire. Prime de logement, prime d'éloignement, moi, je ne peux pas vous répondre. Les volontaires, etc. Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas ministre des Finances. Il revient au ministre des Finances avec ses collègues de répondre aux préoccupations des syndicats. Si c'est faisable maintenant ou si c'est faisable dans 1 an ou dans 2 ans, c'est eux. Parce qu'il y a des questions de prime, une gratification générale qui prend compte d'un certain nombre de primes. Et puis une gratification exceptionnelle. Une gratification exceptionnelle qui n'est pas indexée au salaire. Donc voilà, les gens voudraient que ça soit indexé. Et ils disent que ça fait 1500 francs par mois par enseignant. Je ne sais pas combien ça fait, mais paraît-il qu'on a pris en compte les enseignants du public, les enseignants du confessionnel, les enseignants du privé. Les confessionnels prendront 2 milliards sur les 5 et les 3 milliards d'autres seront alloués ou bien affectés donc aux enseignants de la fonction publique. Tout est une question de négociation. Les revendications sont légitimes. Vous savez, quand vous êtes côté employé, c'est normal que vous revendiquez. Quand vous êtes du côté employeur, c'est normal que vous disiez non, on n'a pas les moyens, mais voilà, mais il faut une discussion, il faut que les gens s'accordent sur le minimum. Et nous, notre rôle, c'est un rôle de diplomate. Un diplomate, quand il sort les mots, il mesure les mots qu'il sort. Parce qu'il est obligé de parler aux deux camps. Vous avez été mandaté. Non, il est obligé de parler aux deux camps. Et quand on est obligé de parler aux deux camps, on fait attention aux mots qu'on utilise. C'est tout ce que je vous dirais sur la question. Laissez la diplomatie de couloir faire son travail. Et mais voilà qu'à partir de demain, une nouvelle grève s'annonce pour perturber encore les enfants, puisque très bientôt, les petits-enfants vont faire le CEPD. Le gouvernement a les moyens de discuter avec les syndicats. Et voilà le CET qui... Le gouvernement a les moyens de discuter avec le syndicat. Et ce syndicat n'est pas reconnu. La question de la question de la reconnaissance du syndicat, ça c'est un autre débat. Maintenant, s'ils ne sont pas reconnus, il faut voir pourquoi ils ne sont pas reconnus, qu'est-ce qu'on leur reproche. Est-ce que le gouvernement ne peut pas les attaquer en justice? Et leur question de légalité, de légitimité, ça c'est un autre débat. Parce que légitimité, ça renvoie à des élections. Légalité, ça renvoie à une question de procédure. Donc voilà, donc nous ne sommes pas dans la polémique. Nous ne sommes pas un politicien qui utilise ces questions-là pour se faire de la
popularité, parce que nous ne chercherons pas à être populaires. Nous, notre discours, nos actions parleront pour nous. Les actions parleront. Notre discours et nos actions parleront pour nous. Et voilà, la DMK n'est plus du tout en odeur de sainteté auprès du gouvernement. Et vous avez écouté tout à l'heure Brahima Nabouja. Non, moi, je ne vais pas porter un jugement sur ce que un parti politique ou un regroupement de partis, libre à eux de porter leur discours. Ils ont leur objectif. S'ils peuvent atteindre leur objectif à travers leur stratégie, leur discours, tant mieux. Nous avions fait une tournée nationale en début mars, et où nous sommes arrivés, je ne vais pas citer la localité. Est-ce que vous avez été empêché? Oui. Nous avons été empêchés, mais bon, on a discuté avec le préfet et après, nous, on a trouvé que ce n'est pas important. On a trouvé que ce n'est pas important de communiquer sur ces questions. Nous avons été empêchés courant cette année. Alors, bien qu'étant député. Bien qu'étant député, parce qu'on nous a dit qu'on n'a pas d'autorisation, alors que c'était une rencontre privée. Donc, il y a des choses, des fois, quand on discute avec le préfet, il dit non, ce n'est pas l'information que j'avais, donc ce n'est pas l'appréciation. Monsieur le Président, on s'excuse, mais la prochaine fois, prenez vos dispositions. Et comme ça, puisque moi, l'information que j'ai reçue, ce n'est pas ça. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. On a fait rapidement, on a rencontré quelques militants, puisque c'était une rencontre privée dans une maison. On a rencontré, ils ont eu la salutation d'usage de début d'année. Vous avez pu faire ce que vous devez faire. On n'a pas tenu la rencontre, mais on a pris les dispositions pour qu'il y ait la salutation et après on est parti, puisque on descendait vers Kara. Donc nous, est-ce que c'est ça le plus important? Mais à écouter tout à l'heure les responsables de la DMK, c'est comme systématiquement on ne veut plus d'eux. Poser la question à la DMK, poser la question au gouvernement. Moi, je ne prends pas parti pour quelque chose qui ne me concerne pas. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des fois, il y a des préfets, il y a des autorités locales qui, dans leur manière d'interpréter la loi, ça nous pose, en tant qu'opposants, ça nous pose des problèmes. Mais c'est dans la négociation, dans la discussion, dans la concertation que vous pouvez trouver des solutions. Voilà. Et justement, un auditeur vous pose une question ici. Il demande quelle solution vous, en tant que président de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, en tant que responsable politique, député bien évidemment, vous préconisez pour pouvoir retrouver la calmie dans le secteur de l'éducation. Tout est dans le discours. Moi, si je vous reçois, je vous explique que je n'ai pas l'argent. Je suis sûr qu'au sortir de notre rencontre, vous allez me dire... Le gars là, je n'ai jamais rencontré un tel gars, vraiment, il n'a pas d'argent, donc attendons. Mais si je vous reçois, je vous menace, c'est normal que quand vous sortez, que vous me disiez, mais le gars là, mais il se prend pour qui? Tout est dans le discours. Tout est dans le discours? Tout est dans le discours. Mais maintenant, le discours du gouvernement ou bien le discours des syndicalistes? Je ne vais pas, je vous ai dit, moi je ne prends pas parti parce que je suis dans un rôle de diplomate. Parce que je peux recevoir aussi les membres du gouvernement comme je peux recevoir les syndicats. Donc, il ne me revient pas. Il faut que les deux parties soient une table de négociation pour pouvoir discuter. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, nous allons permettre aux autres Togolais qui nous écoutent de pouvoir participer au débat. 92 02 80 Et c'est un exercice que nous aimons parce que nous devons être à la discussion de nos concitoyens. Ah, d'accord. Et donc, 92 02 80 63 22 21 80 99. Et vous êtes en direct sur Victoire FM. Premier auditeur en ligne avec nous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. La radio. Allô? Oui, allô? Ah, bonjour. Oui, votre nom? C'est Irénée. D'accord, Irénée, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité. Bonjour. Bon, j'ai deux questions. Oui. La première question, est-ce que, bon, en tant que député et de l'opposition, bon, est-ce qu'il ne voit pas que, bon, dans la manière de gérer les conflits entre opposition et gouvernement dans ce pays, il y a trop d'hypocrisie? Est-ce qu'il ne serait pas important que le gouvernement soit clair pour qu'on revienne au monopartisme, que de prôner le multipartisme alors que les partis politiques n'ont pas la liberté d'exercer sur le territoire? Deuxième question. Oui. Concernant l'éducation. Monsieur, vous êtes chargé de l'éducation à l'Assemblée. Mais, quand il y a ce conflit-là entre le ministre et ce syndicat, est-ce que vous ne pouvez pas interpeller le ministre de l'Éducation au sein de l'Assemblée pour l'interroger sur l'éducation
nationale, c'est-à-dire de l'éducation de nos enfants. Quand on fait comme ça, c'est comme si, effectivement, les gens n'ont pas leurs enfants dans nos établissements, ils ont les enfants à l'extérieur et ils veulent embrouiller tout ce qui est sur le terrain. Bien noté, cher ami Irénée. Et on va accueillir un autre sur le 99, 90, 70. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, monsieur le président, oncle. Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur Jachin. Oui, bonjour, Papa Sibiti. Vraiment, président, tout ce que vous avez dit, félicitations. Les Togolais, c'est ce que j'ai l'habitude de crier. Ils ne s'aiment pas. Lorsque c'est X, c'est M. Jachin, pour intervenir, c'est comme M. Jachin est mon ennemi, je suis jaloux. Tous les adjectifs négatifs à notre égard, à son égard. Ça, on ne pourra jamais réussir politiquement. Les autres, même, quand le culte et les progrès qu'ils entretiraient, ils s'aimaient. Quand vous allez chez un culte et le progrès, il a des problèmes, sont très liés. Attention, si c'est demain, c'est comme ça, hein, prépare-toi, sors par cette porte. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, l'opposition, elle s'entredésire. Deuxièmement, les enseignants, il faut qu'ils s'écoutent. Parce que quand le respect de la hiérarchie, moi, ça compte beaucoup. Parce que tirer sur la corde, qui est le responsable, le directeur, le ministre, il doit avoir une... Quand le ministre dit ceci, enseignant que je suis, écoutons. La réforme de 75, c'est le ministre Malou. Ça s'est fait à l'école normale supérieure, nous étions là-bas. Qu'est-ce qui a été appliqué? Est-ce que avec le ministre Malou, ça s'est appliqué? Vous venez de dire que l'enseignement, ça a évolué. Mais pour terminer, c'est la vérité. Merci. Ce que vous dites là, ce que vous avez dit, l'éducation, la santé, je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Alors, Michel. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons alors, Michel. Oui, et bonjour à l'invité. Bonjour. J'ai l'impression que mon prédécesseur tout à l'heure est encore en 1961. Le problème de l'enseignement au Togo ou de l'enseignant au Togo, ce n'est pas le même qu'hier. Hein. Hier, on vendait le ciment à 500 le paquet. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on vous affecte de Lomé en pleine année scolaire, ou bien on a déjà fait la rentrée et qu'on vous affecte pour rentrer à l'intérieur, mais il faut faire la croix à bannière pour pouvoir se transporter. Ce que les enseignants demandent là, est-ce que ce n'est pas légitime? Ce que moi je voudrais demander à l'invité, est-ce que la situation qui se pose aujourd'hui aux enseignants et que les enseignants sont en train d'exposer leurs problèmes, est-ce que la place de l'enseignant c'est en prison? D'accord. Si réellement on a envie de négocier, si réellement on a envie de discuter et de voir la situation qui prévaut actuellement, ça veut dire qu'on transporte la situation politique, où on barre la route à tous les opposants. Quand on veut rentrer ici, quand on veut faire ça là, on transporte également ça dans l'éducation. Comment est-ce que vous voulez qu'on donne plus de valeur à l'éducation dans notre pays? D'accord, très bien noté, Michel. Vous l'avez écouté, le dernier intervenant, votre mot? Non, mais il y a un certain nombre de revendications qui sont légitimes. Ouais. Donc, moi, je ne reviendrai pas là sur la question. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une question de budget. C'est une question de budget. Et ceux qui sont en charge de l'éducation, c'est dans le discours. Donc, il y a un discours qui peut apaiser, il y a un discours qui peut enflammer. Mais comme je vous le dis, il faut discuter avec les deux parties. Voilà. Il faut discuter avec les deux parties. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions, mais et puis à la fois, je vous le dis, et puis je suis contre les affectations punitives. Quelqu'un ne peut pas commencer l'année quelque part, et puis, paraît-il, en cours d'année, il est affecté 2 fois. Mais où est-ce qu'il trouve les moyens de faire le déménagement, de s'installer, tout ça? Donc ça, c'est une question qu'il faut régler. Mais moi, je ne suis pas l'exécutif. Des fois, quand on pose la question, on ne se rend pas compte qu'on ne pose pas la question à la bonne personne. Donc nous partageons tous les mêmes préoccupations, mais comment régler le problème? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Mais il dit, est-ce qu'en réalité, l'enseignant a sa place en prison?
Non, l'enseignant n'a pas sa place en prison et moi je suis... Mais il y a des actes que vous posez. Vous savez, moi, je pourrais revendiquer sans casser quelque chose, sans appeler. Vous savez, le droit est carabiné. Le droit est carabiné. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber, même si votre revendication est légitime. Les gens qui sont au pouvoir, ils ont l'arsenal. Ne l'oubliez jamais. Ils ont l'arsenal militaire, juridique, financier. Ils ont tout. Donc, s'ils veulent vous coincer, ils peuvent vous coincer, même si votre revendication est légitime. Oui, mais donc, même ça quand... ne doit pas être le cas. On ne doit pas compter sur ça ne doit pas être le cas. C'est pour ça que nous faisons tout pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Vous comprenez? Et la politique, comme le syndicat, comme un certain nombre de choses, c'est un rapport de force. Donc, quand vous voulez faire un bras de fer, il faut être sûr de vos moyens. Mais l'autre chose qui préoccupe un peu par rapport à cette histoire de crise dans le secteur de l'éducation, quand le Premier ministre, commissaire Lomklasso, était là, à chaque fois qu'il y a ce genre de trucs, il appelle les deux parties ou tout le monde à discuter. Mais aujourd'hui, on ne sent plus ça. Non, chacun a son style. C'est comme si on laisse le problème à la charge de deux ministres seulement. Non, le Premier ministre qui est là, peut-être... Mais qu'est-ce que vous en savez? S'ils ont déjà discuté avec... Si la Premier ministre, à travers ses collaborateurs, ses conseillers, est-ce que vous savez si elle a déjà eu à rencontrer les syndicats? Mais qu'est-ce que vous savez si moi-même, au niveau du Parlement, est-ce que je vous en ai parlé? Est-ce que vous savez si j'ai rencontré les syndicats ou les ministres? Oui, mais si vous le faites, c'est au profit de tous. Pourquoi ne pas dévoiler cela? Est-ce que nous sommes dans un pays où il faut tout cacher? Pour des questions sensibles, pour des questions comme les questions de l'éducation, des questions de sécurité, ce n'est pas tout qu'on dit. Ah, ce n'est pas tout qu'on dit. Alors, conflit entre enseignants et gouvernement, pourquoi ne pas interpeller les ministres au Parlement? On interpelle le ministre à travers des questions écrites. Mais ce que vous savez, l'ensemble de l'opposition au niveau parlementaire, nous sommes 14 députés. Il faut 15 députés pour interpeller un ministre pour qu'il vienne répondre aux questions. Donc, nous n'avons pas les moyens de l'interpeller. Mais oui, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ceux qui le disent à la fois, ceux qui posent ce genre de questions, j'aimerais, dans 5 ans, quand on fait une émission, quand il m'appelle, je lui demande est-ce qu'il a voté pour moi. S'il a voté pour moi, les choses auront déjà changé. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas voter pour les mêmes personnes et venir vous plaindre tout le temps. Ah bon? Non, il faut aussi bien au niveau des journalistes, il faut une cohérence. Arrêtez de tuer les leaders de l'opposition. Avec des sommes qu'on remet aux gens, ils tuent les leaders de l'opposition. Pour une question, je vois dans la presse, on est en train de parler de la vie chère, on est en train de parler des questions de l'éducation. Vous voyez dans la presse, il y a eu un conflit entre tel parti dans leur QG. Est-ce que ça, c'est une information à donner aux Togolais? Mais quelle est l'importance? Le journaliste fouine un peu partout. Non, fouiner, mais arrêtez de tuer les leaders de l'opposition. Arrêtez. Ce n'est pas de l'ordre que vous devez donner. Non, c'est pas un ordre. Parce que le problème, c'est que quand vous les tuez, vous n'avez pas une solution de remplacement. Pourquoi vous assimilez donner une information comme si on tue automatiquement? Non, la manière dont l'information est présentée. Ah, d'accord. Oui, la manière dont l'information est présentée. Donc, nous-mêmes, en tant que parti, il faut que nous soyons sérieux dans notre démarche. Et nous sommes à la fin de l'émission, mais quand même, les partis de l'opposition n'ont pas la liberté d'exercer sur le territoire, selon Irénée. Oh, bon, c'est relatif, oui, mais il y a des préoccupations par rapport à des préfectures, mais ces questions doivent être discutées, par exemple, au sein d'un cadre comme le CPC. Si on vous appelle à la discussion, où nous sommes, où nous discutons avec le ministre, et vous serez étonné que cette question a été posée quand nous avons été reçus par le ministre la dernière fois, la première séance du CPC. Nous avons posé cette préoccupation. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de faire. Et ça veut dire qu'il y a les acteurs politiques togolais qui ont changé. Et ça veut dire que nous sommes dans l'espérance. Donc vous y croyez? Nous sommes dans l'espérance, nous aimons ce pays et nous savons que nous allons le changer. Et la CENI aussi, telle que sa configuration aujourd'hui, ça peut aller? C'est pas une question de ça. Vous avez votre représentant, votre secrétaire général là-bas. Oui, nous avons notre secrétaire et puis c'est une belle promotion pour lui. Et puis je tiens à le dire, parce que quand vous faites de la politique, il faut vous occuper des gens qui sont avec vous. Si vous faites de la politique, vous ne vous occupez pas des gens qui sont avec vous. Un matin, vous allez tomber. Nous sommes un lundi de Pâques. Votre mot de fin pour apaiser les uns les autres? Mon mot de fin, c'est que le Togo, c'est une terre bénie. C'est une nation pleine de potentialités. Il faut que nous puissions nous aimer. Il faut que la résurrection du Christ puisse créer un sentiment d'amour entre nous, entre les journalistes, les politiciens, entre les syndicats, entre le gouvernement, pour que nous puissions construire une nation commune où nous avons les mêmes valeurs. Notre problème fondamental, c'est au niveau des valeurs. Quand nous allons régler ce pays-là, nous aurons une ambition commune, c'est de faire de ce pays l'Israël de l'Afrique de l'Ouest. Merci.
Innocent Kagwara d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini. Madame, monsieur, merci à vous. Toutes et à vous tous qui nous avez reçus chez vous sur la 96.3 également. Écoutez en direct, bien sûr, sur le bouquet Canal Plus de 576. Cocou le Parisien, c'est lui qui est derrière la baie vitrée, entre-temps, qui a remplacé Ascool. Madame, monsieur, excellente journée de lundi de Pâques chez vous et pourquoi pas une très belle semaine à toutes et à tous.